Je suis Nadine Adra, je suis administratrice à la T2E. Je suis présidente régionale de la T2E Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, vous êtes les bienvenus aussi pour nous rejoindre. Donc ce webinaire, c'est le deuxième dans une trilogie qu'on a l'habitude d'organiser sur les C2E. Donc, il y a eu déjà les C2E en collectivité et la semaine prochaine, le 19 mai, il y a les C2E en industrie pour ceux qui sont intéressés. Je remercie déjà nos intervenants qui vont prendre la main après moi. Donc le club C2E, donc représenté par Marc, Julie et Sybille, et les intervenants du côté de Valoris. Donc, avant de laisser la parole à nos intervenants pour rentrer dans le vif du sujet, aller sur la partie technique, je vais vous dire quelques mots sur la T2E pour ceux qui ne connaissent pas, ou même pour ceux qui connaissent. Voilà un petit rappel. Donc, la T2E, Association Technique Énergie Environnement. Alors, tous les mots sont importants. Donc, c'est vraiment, on travaille beaucoup sur l'aspect technique de ces deux sujets, donc énergie et environnement. Et on traite vraiment tous les secteurs. Donc, ce qu'on avait dit, collectivité, tertiaire, industrie. C'est une association qui compte aujourd'hui plus de 2500 adhérents qui traitent ces sujets-là. On a un gros travail qui est fait autour de la maîtrise de l'énergie et de l'impact sur le climat. On est organisé donc par club thématique. Donc, vous allez voir le club C2E qui sera en œuvre ce matin. Mais également, on est organisé en délégation régionale. Donc, il y a 11 délégations régionales. Donc, aujourd'hui, c'est la délégation Auvergne-Rhône-Alpes qui est représentée. Et donc, le but de ces délégations, c'est d'animer au niveau local donc tous les sujets de la T2E. Donc, on organise des événements, mais aussi, on est là pour aider les entreprises et pour les appuyer sur ces thématiques-là. La T2E, c'est aussi Énergie Plus. Énergie Plus, c'est une revue bimensuelle donc, qui traite aussi des sujets et beaucoup de retours terrain sur les sujets liés à l'énergie et l'environnement. Voilà pour ceux qui veulent aussi avoir plus d'informations. Bien sûr, le site de la T2E, vous allez retrouver toutes les manifestations qui sont organisées, des replays, mais également toutes les informations que la T2E diffuse. Donc, deux mots sur la T2E en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a un bureau qui est assez élargi. Donc là, j'ai mis quelques logos d'entreprises qui sont dans le bureau de la T2E Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on travaille ensemble pour mettre en valeur ce qui se passe sur la région et mettre en valeur les entreprises de la région. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés aussi, à nous contacter après. Bon webinaire à tous. Je laisse donc la main à Marc pour la suite. Merci beaucoup Nadine. Donc bonjour à toutes et à tous. Un grand merci donc à Nadine pour son invitation et puis merci bien évidemment aussi à toute l'équipe AT2E régionale pour l'organisation de ce webinaire. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment le dispositif des C2E peut s'inscrire dans toutes les démarches de réduction des consommations, portées notamment par le décret tertiaire. Et donc, à ce titre, donc, après avoir rappelé les fondamentaux du décret tertiaire, on verra comment les C2E peuvent être un outil efficace de financement d'opérations qui vise donc à baisser la consommation d'énergie finale. Je ne manquerai pas, avec Julie qui présente aujourd'hui, de vous présenter bien évidemment les nouveautés du dispositif, les grandes lignes de la 5e période, et puis les nouveautés du catalogue de fiches d'opérations standardisées. Alors, vous avez donc une fonction chat où vous posez vos questions, là, donc n'hésitez pas, et puis on répondra soit au fil de l'eau, soit en fonction des différentes séquences. Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer sur les fondamentaux du décret tertiaire. Alors, nous ne sommes pas des spécialistes du décret tertiaire, mais ça nous semblait quand même intéressant de poser le sujet, le cadre global, pour voir comment les C2E peuvent s'inscrire dans cette logique.
du décret tertiaire. Donc, je vous ai repris là dans un slide les grandes lignes de ce décret tertiaire, donc avec le dispositif législatif et réglementaire. Donc, c'est le décret tertiaire, il émane de la loi Elan du 23 novembre 2018. Ensuite, ça a été décliné sous la forme d'un décret et de 2 arrêtés, avec notamment un arrêté valeur absolue 2 qui est sorti le 24 avril, là, qui fixe des valeurs de seuil de consommation énergétique à respecter d'ici 2030 sur un certain nombre de secteurs tertiaires bien identifiés, notamment bureaux, services publics, enseignement, logistique et froid. Alors, l'objectif de ce décret tertiaire, il est tout assez simple, c'est d'atteindre des objectifs de performance énergétique, soit en valeur relative, soit en valeur absolue. Et en valeur relative, on est donc à moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. La cible du décret tertiaire, c'est en fait tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 m². Et sont concernées donc toutes les activités marchandes, non marchandes. Donc en gros, c'est tout ce qui n'est pas secteur primaire et secondaire. En secteur primaire, c'est tout ce qui est agriculture, pêche, etc., forêt et activités de transformation, c'est le secteur secondaire. Sont assujettis donc tous les propriétaires et ou les preneurs à bail. Le cas échéant, c'est le bail qui précisera la responsabilité de chacun. Et notamment dans les déclarations sous OPERA, il y a la possibilité de basculer les déclarations sous OPERA à des bailleurs, à des locataires. Pardon. Alors en pratique, donc c'est la mise en place d'un programme d'action et puis derrière déclaration des données de consommation énergétique sur la plateforme OPERA. Donc la plateforme OPERA, c'est une plateforme qui a été et qui sera pilotée par l'ADEME. Et donc c'est l'Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. Donc les bâtiments, c'est bien tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 m². Ce qui est important dans cette cible, c'est la notion d'unité foncière et de site, c'est-à-dire qu'il faut que les bâtiments soient sur un même site ou qu'il y ait une même unité foncière. C'est ça que vous allez regarder dans ce décret tertiaire et c'est ça qui va être déclaré dans le cadre d'OPERA. Alors, slide d'après. Alors, les étapes clés, donc 2022 est une étape clé dans le cadre de ce décret tertiaire, puisque en fait, il y a une date limite de création de compte et de création de compte utilisateur sur OPERA à horizon du 30 septembre 2022. Donc, dans OPERA, il faudra renseigner ces données patrimoniales, il faudra renseigner les consommations de l'année de référence. Donc, globalement, l'année de référence, c'est quoi? C'est 365 jours consécutifs de consommation d'énergie sur la base d'une année de référence entre 2010 et 2020. Pour le neuf, pour les activités neuves, ça sera sur la première année de mise en place du bâtiment. Donc, il s'agira donc en 2022 de commencer à renseigner les données de consommation, probablement base 2020-2021, et renseigner des indicateurs d'intensité d'usage et récupérer une attestation annuelle qui est une évaluation des objectifs. Donc, les grandes données à remplir dans OPERA, c'est globalement l'identification de l'assujetti, c'est-à-dire celui qui va déclarer, essentiellement le bailleur, donc qui va donner toutes les données administratives de son site ou de ses différents bâtiments, les données du bâtiment avec les données administratives, identification géographique, les compteurs, la situation de référence, donc avec l'année de consommation qui est prise en compte, les caractéristiques, catégories d'activité et de changement d'activité, indicateurs d'intensité d'usage, et puis les consommations annuelles par type d'énergie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le cadre d'OPERA, les données de consommation peuvent être importées via Enedis et GRD pour les consommations d'énergie, électricité, gaz.
Sur des données vous avez en plus dans Opera, alors il y a un T d'ailleurs dans Opera, vous avez vu qu'il y a une erreur. Dans Opera, vous pouvez aussi, il y a des données dites facultatives qui peuvent être aussi rentrées, notamment les caractéristiques des bâtiments et tous les systèmes techniques des bâtiments. Je pense notamment à CVC, enfin, la ventilation, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, etc. Juste quelques mots dans ce décret tertiaire pour être à peu près, pour être un peu exhaustif. Vous avez compris que c'était juste un rafraîchissement et un rappel. Dans les responsabilités et sanctions, donc tous les 3 mois après la mise, donc dans le cadre d'Opera, il y aura la possibilité de publier en fait les mauvais élèves qui ne respectent pas en fait notamment les valeurs, les valeurs de seuil de consommation. Des amendes administratives en cas de non-atteinte des objectifs, jusqu'à 1 500 € pour les personnes physiques par site et 7 000 € pour les personnes morales sur site. Donc, il y a vraiment une incitation des acteurs à rentrer dans Opera leurs données et à mettre en place des actions de baisse de consommation d'énergie. Et puis, une note éco-énergie tertiaire, donc qui permet de valoriser ou dévaloriser la valeur patrimoniale avec un impact donc, sur la valeur verte du bien. Voilà un peu les très grandes lignes du décret tertiaire et ça nous semblait important avant d'aborder le dispositif des C2E qu'on puisse se rappeler les fondamentaux de ce décret tertiaire. Alors, la place des C2E dans ce décret tertiaire maintenant. Alors, je vous ai pris un schéma un peu global sur ce que l'on peut faire dans le cadre du décret tertiaire. Donc, je pense qu'à partir du moment où vous rentrez dans cette logique de décret tertiaire, les acteurs vont devoir cartographier les sites et bâtiments qui rentrent dans le cadre de ce décret tertiaire et commencer à collecter les consommations par bâtiment de manière à avoir une sorte d'image énergétique de chacun de leurs bâtiments. Ensuite, la deuxième phase, c'est quand vous avez commencé à collecter les consommations, vous allez commencer à analyser ces consommations de bâtiments et à vous fixer donc, des cibles par rapport à des situations de référence. Ensuite, vous allez probablement, pour des propriétaires qui ont plusieurs bâtiments, prioriser les bâtiments sur lesquels vous allez d'abord vous focaliser. Et prioriser par bâtiment les actions sur lesquelles vous allez vous focaliser. Avec des actions qui peuvent porter sur des logiques, des actions de type comportemental, c'est-à-dire vous quittez des bureaux, vous éteignez les lumières. Donc, c'est mettre en place auprès de l'ensemble des utilisateurs du bâtiment des règles de bon fonctionnement du bâtiment. Il y a aussi des actions, bien évidemment, qui sont liées à la maintenance, qui peuvent être gérées avec les sociétés de maintenance ou directement avec les services techniques des bâtiments. Et puis des actions qui sont plus d'investissement, qui nécessitent donc des travaux de rénovation. Et donc derrière, c'est sur la base de la priorisation de ces actions, vous allez devoir donc construire le plan de financement et identifier en parallèle de ça les actions qui sont éligibles au dispositif C2E. Donc, c'est à la fois identifier les actions éligibles au C2E, identifier les acteurs avec qui travailler, négocier le prix et les conditions de délivrance des C2E, négocier les services qui sont associés à cet accompagnement de financement et constituer le ou les dossiers certificats d'économie d'énergie. Et puis ensuite, vous allez mettre en œuvre les actions et mesurer l'impact des actions sur les consommations. Et ça, vous allez le voir, notamment au travers des déclarations Opera, et vous allez voir votre trajectoire de baisse de consommation d'énergie. Donc, ce que je vous propose, c'est de zoomer un peu là sur la partie orange pour avoir quelques points un peu jalons clés, on va dire, et étapes clés.
Donc, premier point, identifier les équipements éligibles au C2E. La première chose à faire, c'est bien évidemment de consulter le catalogue de fiches d'opération standardisées de la T2E, ou de l'ADEME ou de la DGEC. D'ailleurs, vous avez 3 sites. Vous tapez CEE ADEME ou CEE DGEC. Ou vous venez sur le site de la T2E, vous avez tous les catalogues de fiches qui sont disponibles. Aujourd'hui, sur le tertiaire, on a 56 fiches existantes. Je reviendrai juste après pour vous donner le panorama global. Donc, une fois que vous avez identifié les fiches, ce qu'il est important, c'est d'identifier un acteur avec lequel vous allez travailler pour produire ces certificats d'économie d'énergie et monter un dossier certificat d'économie d'énergie vous permettant d'obtenir un financement. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que pour générer des C2E, les énergéticiens, donc qui sont les acteurs dits obligés, doivent mettre en place et doivent prouver leur rôle actif incitatif. Et dans plus de 90% des cas, le rôle actif incitatif est apporté par une aide financière au financement du programme. Et donc, la première chose à faire, c'est de passer un contrat avec soit un obligé qui va matérialiser le rôle actif incitatif avec vous, c'est-à-dire qui va globalement vous dire, quand vous faites une opération, moi, je m'engage à vous accompagner, une opération éligible au dispositif C2E. Moi, en tant qu'obligé, je m'engage à vous verser X euros par mégawattheure CUMAC de C2E produits. Ensuite, vous avez une autre possibilité, c'est de travailler avec des délégataires. Donc, un délégataire, c'est une société qui a pris une partie de l'obligation d'un obligé et qui devient de ce fait responsable de cette obligation vis-à-vis de l'administration, c'est-à-dire qu'il doit produire l'obligation sur laquelle il s'est engagé. Sinon, il paiera des pénalités. De la même manière qu'un obligé, s'il ne réalise pas son obligation, il paye des pénalités en fin de période. Donc, vous pouvez négocier avec un délégataire, vous pouvez négocier donc avec traiter directement avec un fournisseur d'équipement, installateur, qui lui-même a en amont matérialisé un rôle actif et incitatif avec un obligé ou un délégataire. Donc, en gros, qui a négocié un prix du mégawattheure CUMAC et qui va vous rétrocéder en tant que bénéficiaire le prix du mégawattheure CUMAC. Et puis, des bureaux d'études qui peuvent intervenir essentiellement dans une logique de prescription des solutions en mettant en avant les solutions qui peuvent être éligibles au dispositif des C2E. Troisième action un peu clé qu'il faut que vous ayez en tête en tant que bénéficiaire, c'est la constitution du dossier C2E. Donc, il y a 3 jalons importants. C'est, je l'ai dit, prouver le rôle actif incitatif. Il faut que, c'est le premier jalon. Donc, ça passe soit par des accords commerciaux directement avec un obligé et un délégataire, soit par des modes indirects avec des installateurs qui vous rétrocèdent une partie de l'aide financière qu'ils ont négociée en amont avec un obligé et un délégataire. C'est identifier la date d'engagement de l'opération, donc au travers d'un devis et un bon de commande. Alors ça, c'est important parce que la date d'engagement de l'opération, elle met dans le marbre en fait la version de la fiche d'opération à appliquer, puisqu'en fait les fiches peuvent évoluer au fil du temps et il y a des différents arrêtés. Et donc, il faut toujours appliquer la fiche à l'arrêté en vigueur à partir de la date d'engagement de l'opération. Donc ensuite, vous faites les travaux. Là, les travaux, il n'y a pas de contrainte sur les travaux. Et ensuite, il y a identifié la date d'achèvement de l'opération qui passe essentiellement par la signature d'une attestation sur l'honneur qui résume en gros l'opération, qui est signée par le bénéficiaire et par l'installateur. La date d'achèvement de l'opération est matérialisée aussi par la facture, la date de facture. Et puis, vous pouvez en plus avoir des fiches techniques. Et à partir de cette date d'achèvement de l'opération, le demandeur de C2E, donc qui peut être l'obligé, le délégataire, a 1 an pour déposer ses dossiers auprès de l'administration pour valoriser ces dossiers. Voilà un peu dans les grandes lignes les étapes clés qu'il faut que vous ayez en tête pour pouvoir générer des certificats d'économie d'énergie.
Quelques mots donc, sur les fiches. Je vous ai repris le catalogue de fiches d'opérations standardisées. Donc, en gros, vous avez des fiches sur le show. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Mais c'est essentiellement des fiches qui sont en service et en TH thermique. Vous avez des fiches qui traitent de l'isolation. Alors, isolation de l'enveloppe, c'est-à-dire plafond, mur, toiture, terrasse, etc. Mais aussi isolation des circuits hydrauliques, chauffage et eau chaude sanitaire. Et puis, vous avez des fiches sur le froid, des fiches sur la ventilation et des fiches traitant de l'éclairage. Voilà, donc tout ça, ça doit totaliser, tout à l'heure j'ai dit 56 fiches, on doit être à peu près là-dessus, plus d'une cinquantaine de fiches d'opérations standardisées. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on n'a pas le temps, puis ce n'est pas l'objet. Quelques mots sur la 5e période du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Non, oui. Si, on peut peut-être prendre des questions avant de rentrer sur la 5e période. Voilà. On a une première question concernant le service GRD. C'est-à-dire que dans le cadre du décret tertiaire, on peut récupérer les données historiques de consommation. Oui. Pour l'électricité, Enedis a mis en œuvre un process avec une adresse mail de contact, un fichier Excel à compléter. Oui. Et qu'en est-il pour le gaz? Est-ce qu'on aurait une adresse mail de contact pour cette énergie avec le fichier type? Honnêtement, non, je ne l'ai pas. Il y a peut-être quelqu'un qui, dans ce webinaire, a déjà eu cette problématique et l'a déjà résolue. Je ne sais pas. N'hésitez pas à répondre entre vous si vous avez la réponse. Mais c'est une question qu'on peut regarder, ça. On peut regarder. C'est bon. Donc, fichier consommation gaz. Il y a d'autres questions ou pas? Non, c'est la seule. C'est la seule? Super. Bon, donc, oui, non? On a un début de réponse. Voilà, début d'autres questions. Comment le bénéficiaire prouve son résultat d'économie d'énergie? Alors, dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, on est dans une logique industrielle. Et en fait, le forfait de certificat d'économie d'énergie calcule en amont une économie d'énergie par rapport à une situation de référence. Généralement, les situations de référence, c'est soit, on va prendre un exemple sur l'isolation, on est sur une situation de référence PARC, c'est-à-dire qu'on va prendre une moyenne de consommation des bâtiments tertiaires, par type bien évidemment de bâtiment, et on va venir calculer l'économie d'énergie générée par l'action par rapport à cette situation de référence. À partir de là, on considère qu'une fois que l'action est mise en place chez le bénéficiaire, cette économie d'énergie qui est calculée dans le forfait, elle est réalisée. Alors, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'on est quand même dans une approche statistique des économies d'énergie. C'est-à-dire qu'on peut être un peu au-dessus ou un peu en dessous de ce forfait. Mais dans tous les cas, dans le cadre du dispositif des C2E, une fois que vous avez fait votre opération, on considère que les économies d'énergie qui sont calculées sur la durée de vie de l'équipement seront réalisées. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Donc, en tant que bénéficiaire, vous avez juste à réaliser l'opération, fournir les pièces nécessaires au dépôt des dossiers C2E et toucher l'aide financière vous permettant d'investir, enfin de vous aider à investir dans la solution qui a été préconisée. C'est bon, pas d'autres questions? Alors, c'est plutôt une suite. On applique donc le montant forfaitaire de la fiche d'opération concernée. Aucun résultat post-travaux n'est communiqué sur Opéra. Non.
En fait, il n'y a pas de lien direct entre Opéra et les C2E. Opéra donc, donne le cadre global d'une baisse, enfin pas Opéra, pardon, le décret tertiaire donne le cadre global d'une baisse des consommations sur les bâtiments tertiaires, et les C2E sont un outil d'aide au financement des actions. Donc il n'y a pas de lien direct entre Opéra et les certificats d'économie d'énergie. C'est bien deux actions complètement différenciées, et les C2E ne sont là que pour accompagner les acteurs à mettre en place des opérations d'efficacité énergétique et à financer ces actions d'efficacité énergétique. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, ce que je vous propose, c'est d'avancer un peu sur les points structurants de la 5e période. Donc, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, il fonctionne par des périodes de 3 ou 4 ans. Donc, on vient de terminer au 31 décembre 2021 une 4e période des certificats d'économie d'énergie, et on rentre à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31/12/2025 sur une 5e période des C2E. La logique des périodes est assez simple. L'État, enfin le ministère de la Transition écologique fixe sur cette période un objectif de baisse de consommation qui a été fixé donc sur cette période à 2500 TWh CUMAC de baisse de consommation d'énergie. Donc le TWh, vous comprenez, c'est du kilowattheure, évidemment. Et le CUMAC, c'est du cumulé actualisé. C'est-à-dire qu'on prend en compte les économies d'énergie qui sont réalisées dans la durée des actions. Donc, par exemple, si on a une opération, la mise en place, par exemple, d'une pompe à chaleur dans un logement ou dans un bureau tertiaire, on a une durée de vie de cette pompe à chaleur de 15 ans. Nous, dans nos fiches d'opération standardisées et dans le forfait qui va être présenté, on prend en compte les économies d'énergie sur la durée de vie de 15 ans, donc de cette pompe à chaleur, avec une perte d'efficacité de 4% par an, qui prend en compte en fait une perte de performance des équipements. Donc, l'État fixe les objectifs globaux pour le marché français. Donc, sur 5e période, 2500 TWh. Ensuite, ces objectifs, ils sont déclinés par énergie. Électricité, gaz, fuel, carburant. Ensuite, ces objectifs par énergie de baisse de consommation en TWh CUMAC, ils sont déclinés en fonction des parts de marché des énergéticiens. Plus vous vendez de l'énergie sur un marché, plus vous êtes obligé au titre du dispositif. Plus on vous demande d'accompagner vos clients et vos prospects pour les aider à faire plus d'économies d'énergie. Et donc ça, c'est le début de la période. Donc, en gros, les énergéticiens, ils savent à peu près combien ils devront produire pour atteindre leurs objectifs. En fin de période, le ministère demande aux énergéticiens de remonter leur vente d'énergie, leur volume de vente d'énergie sur les différentes années de la période. Donc en 5e période, donc, le premier semestre 2026, les énergéticiens remonteront au mois de mars ce qu'ils ont vendu en énergie en 2022, 23, 24, 25. À partir de là, la DGEC, la Direction Générale Énergie Climat, fixera l'obligation définitive de chacun des acteurs en fonction de ses parts de marché en matière de certificats d'économie d'énergie. Et comme pendant ces 4 années, les énergéticiens ont déposé leur dossier sur un compte, la DGEC viendra vérifier que l'objectif qui doit être atteint en matière de C2E est bien atteint dans le compte de chacun des énergéticiens. Et là, 3 solutions. Soit l'énergéticien est à son objectif, dans ce cas-là, on efface son obligation de la 5e période et on démarrera une 6e période. Soit l'énergéticien a produit plus que son objectif. Dans ce cas, l'énergéticien va pouvoir conserver ses stocks pour lancer sa 6e période. Soit il a produit moins que son objectif. Et dans ce cas, il paye une pénalité. La pénalité étant fixée, vous voyez, à 15 € par mégawattheure CUMAC pour les certificats d'économie d'énergie
et 20 € par mégawattheure CUMAC pour les certificats d'énergie précarité. Donc, globalement, la cinquième période, là, elle affiche une ambition en facial assez raisonnable, hein, plus 17% d'augmentation par rapport à la quatrième période qui vient de se terminer donc, au 31/12/2021. Mais quand vous regardez de manière un peu plus précise, cette cinquième période est assez ambitieuse puisque en C2E réel, en enlevant des systèmes de bonification qui peuvent exister, on a des systèmes de bonification qui perdurent aujourd'hui avec le CPE, par exemple, le contrat de performance énergétique dans le tertiaire. On a des coups de pouce qui existent dans le tertiaire. Si vous enlevez ces systèmes de bonification qui sont des C2E un peu artificiels, hein, vous avez une augmentation de la contrainte réelle de 35%. Donc, cette cinquième période, elle ne va pas être si facile que ça à réaliser pour les énergéticiens. Ensuite, en nouveauté importante sur la cinquième période, c'est qu'il va y avoir un pilotage renforcé avec des déclarations annuelles des ventes d'énergie. C'est-à-dire que sur cette cinquième période, tous les ans, les énergéticiens vont devoir dire combien ils ont vendu d'énergie sur l'année, ce qui va permettre à la DGEC d'ajuster les niveaux d'obligation pour la fin de période. Ensuite, vous aurez des suivis trimestriels de ces 2 ans engagés. Donc, ce qui permet aussi à la Direction générale énergie-climat qui pilote le dispositif d'anticiper des baisses de production ou des hausses de production qui ont un impact non négligeable sur le prix des certificats d'économie d'énergie. Et dernier point, le pilotage renforcé, notamment sur les contrôles, puisque c'est une des grandes nouveautés de la cinquième période. Il y a des contrôles post-réalisation d'opérations qui sont renforcés. Alors, ces contrôles ne portent pas, comme je l'ai dit, sur l'analyse des consommations, mais portent sur la bonne réalisation de l'opération conformément aux exigences des fiches d'opération standardisées du dispositif des C2E. Dernier point qui est important pour avoir en tête sur cette cinquième période, c'est que depuis juillet 2021, au niveau de la Commission européenne, il y a un travail sur la directive européenne sur l'efficacité énergétique, notamment l'article 3 et l'article 7, qui vont probablement évoluer, avec une volonté de la Commission européenne et des États membres de renforcer en fait cette directive efficacité énergétique et notamment dans le cadre de l'architecture climatique européenne Fit for 55 qui vise en fait 40% de réduction brute des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est 50% de réduction nette en 2030 de consommation vis-à-vis de la situation de référence de 1990. Donc là-dessus, il va y avoir probablement un impact important sur le dispositif des C2E, puisque la majorité des actions de cette directive européenne sont portées par le dispositif C2E en France. Donc les C2E répondent à 80% justement à l'article 7 de cette directive européenne, qui demain sera l'article 8. Et au-delà de ça, donc avec globalement une augmentation du niveau d'obligation de 0,8% à 1,5% par an de la consommation finale, référence 2017-2019. Alors, il y a quelques textes, une évolution là, récente des textes qu'on a vu paraître cette semaine, qui viserait probablement à étaler cette augmentation du niveau d'obligation sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'on partirait sur des tranches 0,8, ensuite 1% de baisse et ensuite 1,5 en fin de période jusqu'à 2030. Donc voilà, donc tout ça évolue un peu. Ensuite, il y aurait probablement une exclusion des économies d'énergie issues de la combustion directe d'énergie fossile de nouvelles installations. Et puis, une extension au secteur du bâtiment et du transport du dispositif EUETS, donc de tout ce qui est quota CO2. Donc ça, c'est pareil, c'est en discussion avec les États membres.
sachant que la crise ukrainienne interfère très fortement, bien évidemment, dans ces discussions au niveau de la Commission européenne. Oui. Il y a juste le bandeau qui empêche les participants de voir la fin de la slide. Alors, le bandeau. On va revenir sur ta... Je fais. Ouais. Ah oui, donc en bas, c'est non prise en compte des économies d'énergie issues de l'ETS, y compris suite à l'extension au secteur du bâtiment et du transport. C'est ça que vous ne devez pas voir, c'est ça? Ouais, je pense. Voilà. Je sais pas. Ben, je ne sais pas comment il est mal fait mon truc. Je ne peux pas le. Oui. Ça veut dire qu'il faut que je quitte. C'est le même problème. Mais de toute manière, ne vous inquiétez pas, vous aurez les transparents, les slides. Et ensuite, juste là-dessus, on a une question. Oui. Juste pour être sûr, on parle de 2500 TWh CUMAC par obligé ou pour tous les obligés? Non, pour tous les obligés. Tous les obligés. C'est l'obligation globale du marché. On était à 2332 TWh en quatrième période. Ces 2 ans. Alors, juste quelques mots sur les contrôles. Je passerai assez rapidement. Donc, en gros, la DGEC a passé un arrêté le 28 septembre 2021 qui porte sur les taux de contrôle. Alors, jusqu'à maintenant, les contrôles dans le cadre du dispositif C2E, ils étaient répartis sur plusieurs arrêtés, plusieurs textes réglementaires. Et la DGEC a fait le choix, dans une logique de simplification, de tout regrouper dans un seul texte. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'en gros, vous avez 2 types de contrôles dans le cadre du dispositif C2E. Vous avez des contrôles sur site et des contrôles par contact. Donc, les contrôles par contact, c'est en fait juste un contact avec un bénéficiaire. Alors, c'est essentiellement quand même, ça va être essentiellement lié au particulier. On appelle le particulier, on appelle le bénéficiaire pour s'assurer qu'il a bien effectivement réalisé des opérations éligibles au dispositif des C2E. Et puis, vous avez des contrôles sur site où là, on fait appel à un contrôleur de type contrôleur coffraqué qui va sur site et qui va vérifier un certain nombre de points de l'opération afin de s'assurer que l'opération a été réalisée conformément au dispositif des C2E. Et donc, vous avez, en fonction des années d'engagement, vous voyez des taux qui sont un taux minimal de contrôle satisfaisant à respecter en fonction des opérations réalisées. Hein. C'est le nombre d'opérations contrôlées sur le nombre d'opérations du lot déposé. Et puis, vous avez des taux maximaux d'opérations contrôlées qui doivent être non satisfaisants, qui ne doivent pas dépasser ces taux de non-satisfaction, donc fixés 30, 25, 20, 15, 10, donc selon les années. Et derrière, vous avez un certain nombre de fiches qui sont déjà identifiées dans le cadre de l'arrêté contrôle. Donc, vous voyez qu'il y avait en tertiaire, vous avez la BAT EN101, donc tout ce qui est isolation, 102, 103, la BAT TH 146, 155, qui sont déjà soumises à contrôle dans le cadre du dispositif C2E. Et en juillet, on va avoir une nouvelle fiche, la BAT TH 139, qui traite du froid, la récupération de chaleur sur le froid, qui devra être contrôlée. Et en 2023, on aura un certain nombre de fiches à contrôler. Donc, tout ça, c'est fixé dans l'arrêté contrôle. Voilà. Et puis, pour simplifier le dispositif, la Direction générale énergie-climat a travaillé avec les acteurs sur des référentiels de contrôle qui donnent en gros les grandes lignes des sujets à contrôler, enfin des objets à contrôler dans le cadre du dispositif C2E. Donc, vous avez à la fois des contrôles de type générique et puis des contrôles avec des référentiels où là, on détaille un peu plus les sujets qu'il faut aller regarder lorsqu'on contrôle une opération qui s'appuie par exemple sur une BAT EN101, 103, 106, 102, 108. Voilà un peu dans les grandes lignes
ce que j'avais à dire sur les points structurants de la 5e période. S'il n'y a pas de questions, non, il n'y a pas de questions. Julie va prendre la main sur les nouveautés du catalogue de fiches d'opérations standardisées. Donc, vous avez vu, le catalogue est assez fourni. Donc, il y a des fiches qui sont amenées à évoluer et des nouvelles fiches qui sont amenées à être créées. Donc, en l'occurrence, on va se concentrer sur le catalogue tertiaire. Les deux premières fiches qui vous sont présentées, c'est des révisions. C'est des fiches, dans le cas de la BATQ 127, c'était une mise à jour réglementaire suite à l'augmentation des exigences réglementaires concernant la mise en place de luminaires d'éclairage général à module LED. Dans la plupart des cas, lorsqu'on révise des fiches, on revoit également les niveaux d'exigence C2E, c'est-à-dire que en cohérence avec le dispositif, il faut aller au-delà de la réglementation. Et on a eu une hausse des exigences pour les efficacités lumineuses de respectivement 120 et 140 au lieu de 90 et 120 lumens par watt. Également, on a profité en groupe de travail avec les acteurs de l'éclairage pour mettre à jour des cas d'application qui n'étaient pas forcément simples sur le terrain, donc notamment une condition sur l'IRC et également une actualisation sur la situation de référence. Pour ce qui est de la BATQ 117, c'est une fiche qui était très peu utilisée du fait de sa complexité et également d'erreurs de calcul qui ont été trouvées dans le forfait. Là, la révision, ça a été l'occasion de régler évidemment ces erreurs de calcul, mais également de coller plus à l'évolution technologique. Donc, des fiches qui ciblaient essentiellement des installations utilisant le R404, qui était le fluide le plus utilisé en hydrofluorocarbures. Maintenant, il va cibler l'ensemble de ces fluides. Et nouveauté également, cette fiche a été également ouverte à la mise en place d'une installation frigorifique neuve, alors qu'avant, elle était uniquement en remplacement d'une installation frigorifique. Voilà. Et alors, pour information, cette fiche, on est en train également de travailler à l'étendre sur l'industrie. De nouvelles fiches, cette fois-ci, qui ont été frigo, je pense parues. C'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais oui, en 2022. Donc, la parution de meubles frigorifiques de vente à groupe logé, d'un côté, se basant sur les étiquettes des classes énergétiques, le fait qu'on ait pu sortir cette fiche également avec la mise en place des étiquettes énergétiques et le raccordement à des réseaux de froid, fiche qui a son homologue pour les réseaux de chaleur et qui était une grosse demande à la fois des acteurs et même de l'ADEME sur ce sujet. Ça, c'est une fiche qui devrait normalement être utilisée parce qu'il y avait vraiment une demande importante. Ouais. Et enfin, la pompe à chaleur RR réversible qui va venir valoriser à la fois des besoins de chaleur et de froid et qui va décliner un forfait en fonction de la technologie notamment, donc en fonction de la puissance, mais également on a un cas particulier pour les packs en toiture, donc à savoir la technologie rooftop. Donc ça, c'était les principales évolutions du catalogue qui sont déjà parues. Et à l'heure actuelle, on est en train de travailler pour plutôt fin 2022 sur la révision de l'optimiseur de relance, les fenêtres ou porte-fenêtres complètes, le revêtement réflectif en toiture, qui est une fiche assez récente
mais pour lequel l'application a soulevé certaines problématiques, et la fiche sur les climatiseurs performants en Outre-mer. Pour ce qui est des fiches en projet, on a également la façade rideau qui est très liée à la révision de la fenêtre et porte-fenêtre complète, puisqu'il s'agit des mêmes acteurs, des technologies et des secteurs similaires. Et également la maintien en température de groupes électrogènes par pompe à chaleur. Brasseur d'air et pack géothermique cooling et chauffage qui sont également en pré-projet, je dirais. Voilà, donc ça, c'est les évolutions, plutôt les sujets sur la fin de l'année, sachant que évidemment, c'est des révisions et créations de fiches qui peuvent être amenées à bouger. Je pense que c'est tout sur l'évolution du catalogue. Ouais, super. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il reste des questions à traiter ou pas? Alors, on a une question concernant sur un site industriel avec des bureaux administratifs pouvant utiliser les fiches tertiaires ou uniquement les fiches industrielles. Donc ça, c'est un point qui est précisé dans la FAQ du ministère, donc, que vous pouvez retrouver sur le site du ministère de la Transition écologique. Et en effet, une fiche d'opération standardisée, son secteur va être déterminé par rapport à l'usage du local sur lequel l'opération est mise en place. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que vous citez, des bureaux, quand bien même ils seraient sur un site industriel, peuvent faire l'objet de fiches d'opération catégorisées tertiaires. Alors, comment sont décidés les thèmes de création des fiches d'opération standardisées? En fait, il y a deux, on va dire qu'il y a deux canaux. Soit la Direction générale énergie-climat avec laquelle on travaille, ou l'ADEME avec lequel on travaille, nous demande explicitement de travailler sur des fiches d'opération standardisées. Ça peut émaner d'ailleurs de la ministre, hein, ou de la ministre, pardon. Soit ce sont des acteurs qui viennent nous voir, souvent des industriels qui ont des technologies non valorisées à date, mais qui leur semblent intéressantes parce qu'elles génèrent des économies d'énergie. Et dans ce cas, on travaille avec eux directement. Alors, on débroussaille d'abord le terrain au travers de ce qu'on appelle une fiche d'opportunité. C'est-à-dire qu'en gros, on pose le sujet, on essaye de voir quelle est la technologie, qu'est-ce que ça peut générer comme gisement, quel pourrait être le calcul du forfait et la mécanique de calcul du forfait. Et une fois qu'on est à peu près bien calé avec l'acteur, on va voir l'ADEME, les experts de l'ADEME, en leur demandant si ça leur semble intéressant. Et si l'ADEME nous donne son feu vert, on passe et on présente le sujet dans des groupes de travail sectoriels qui ont lieu aujourd'hui au travers de webinaires sectoriels. Et dans ces webinaires sectoriels, vous avez tous les acteurs, soit à la fois des acteurs industriels, mais aussi des obligés, des délégataires, etc., des adhérents du club C2E. Et là, collectivement, on regarde la pertinence du sujet proposé. Et si le groupe de travail, enfin le groupe de travail sectoriel nous dit, OK, ça nous semble pertinent, dans ce cas-là, on monte un groupe avec des experts pour écrire la fiche d'opération standardisée. Voilà, un peu. Alors, en termes de timing, généralement, quand ça se passe bien, on a une fiche en 12 mois, 18 mois. 18 mois, c'est la bonne moyenne. Pour démarrage de la fiche d'opportunité jusqu'à la publication de l'arrêté. Après, il y a des fiches qui traînent un peu plus parce que c'est compliqué souvent de
collecter les données, puisqu'en fait, une fiche d'opération standardisée, elle est extrêmement argumentée. La DGEC nous demande d'être très précis dans les argumentations. Donc, s'il y a des données, des études externes, des études réalisées par des tiers de confiance, ça se passe beaucoup mieux que si on n'a que des données commerciales. Alors, on avait une question également. Quand pouvons-nous attendre les premières actions de C2E liées au décret tertiaire? Y a-t-il déjà un panel d'entreprises prêtes à engager leurs travaux? Il y a déjà des actions qui sont… le tertiaire produit, c'est quoi, c'est 30%, 20%. 20% des volumes C2E. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des actions qui sont accompagnées depuis le démarrage du dispositif C2E dans le tertiaire. Donc, il ne faut pas attendre le décret tertiaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les C2E sont un outil permettant de financer des actions d'économie d'énergie, permettant d'enclencher une baisse des consommations dans le cadre du décret tertiaire. J'ai une question sur l'INDUT 134. Alors, sur cette INDUT 134, donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une fiche qui vise à mettre en place des indicateurs de la performance énergétique dans l'industrie sur des grandes thématiques type chauffage, etc., type process. Et effectivement, on a des demandes depuis maintenant 1 an pour décliner cette fiche d'opération standardisée INDUT 134 en tertiaire. Donc, je pense que c'est un sujet, oui, qu'on va commencer à aborder en 2022. On l'a bien en tête. Ouais. Et du coup, c'est assez en lien avec l'autre question sur une fiche envisagée pour une aide au sous-comptage. Oui, puisqu'en de manière générale, on a le sujet du sous-comptage dans le tertiaire. Oui, sachant que l'INDUT 134, elle permet de financer à la fois les sous-compteurs et l'outil permettant d'analyser les indicateurs de performance énergétique. Donc, le logiciel qui va bien. Ensuite, on a une question sur l'utilisation des fiches isolation, donc sur l'enveloppe d'ATEN 101, 102, 103, appliquées au site de production, par exemple pour isoler les chambres froides. Alors, sur les chambres froides, de mémoire, je crois qu'il y a une réglementation qui oblige à l'isolation des chambres froides. Donc, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que le dispositif C2E, il ne vient pas accompagner une réglementation, il vient accompagner des actions au-delà d'une réglementation. Donc, on pourrait imaginer une fiche, si ça l'aide, bien au-delà de la réglementation en vigueur. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, ces fiches-là, en situation de référence, elles n'ont pas pris en compte le cas un peu spécifique, assez spécifique des chambres froides. Donc, a priori, elles ne s'appliquent pas à ce type de local. Donc, il faudrait créer une nouvelle fiche d'opération standardisée. D'ailleurs, il me semble qu'on nous a déjà fait remonter. On nous a déjà posé, oui. Sur le sujet des chambres froides. Oui. Existe-t-il une procédure pour signaler à la DGEC des fraudes ou tentatives de fraude au C2E? Alors, oui, normalement, vous avez une adresse DGEC où vous pouvez remonter les fraudes. Sachant que ça fait partie du renforcement important de la 5e période, puisqu'il y a eu, dans le cadre du dispositif C2E, la mise en place d'un comité interadministration, CIA, qui regroupe la DGEC, Tracfin, Bercy, la DGCCRF, et tous ces acteurs croisent leurs données pour justement identifier des fraudes possibles.
Donc là-dessus, oui, vous pouvez remonter. Donc quand vous allez sur, vous tapez DGEC question C2E, vous allez tomber sur la FAQ et vous avez une adresse. Et là, vous pouvez remonter vous pouvez écrire à cette adresse DGEC. Si tu l'as, on va essayer de vous mettre l'adresse sur le chat. Des fiches sont-elles envisagées pour une aide au sous-comptage? On a vu. Hein, étant donné qu'on s'oriente vers des rénovations globales, est-ce qu'il est envisagé la création d'une fiche C2E réno globale comme pour le résidentiel? Alors ça c'est une très bonne question. Ça serait effectivement optimal, je pense, de traiter la rénovation globale dans le tertiaire, sachant que c'est souvent assez compliqué dans le tertiaire. Je pense notamment au tertiaire de bureau, dans lequel vous avez à la fois des exploitants, des investisseurs, des propriétaires, des locataires, etc. Je pense que ça serait une bonne solution. Pour l'instant, on n'a pas été sollicité là-dessus. On n'a pas eu d'acteurs venant en nous disant je suis prêt à travailler sur ce sujet. Donc, Monsieur Leroux, si vous êtes partant, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on travaillera avec vous bien volontiers. Alors, la fiche optimiseur BAT-TH 109 est-elle valorisable lorsqu'on remplace une chaudière existante par une chaudière neuve? C'est tout le sujet de la révision. La BAT-TH 139, il y a au niveau vocabulaire, on parle dans l'attestation sur l'honneur d'un système de chauffage existant. Il y a un critère de système de chauffage existant qui du coup rend incompatible la mise en place, le cumul de la BAT-TH 109 avec la mise en place d'une chaudière neuve. Et alors que dans la fiche de standardisée, on parle de circuit de chauffage existant. Donc ça, c'est la subtilité qu'il faudrait qu'on réduise dans la fiche standardisée. Et par ailleurs, dans cette même dynamique, on étudie le double compte qu'il peut y avoir, sachant qu'il y a déjà des économies liées à la régulation. Donc, pas du niveau de l'optimiseur de relance, mais dans une certaine partie de la régulation, qui est déjà valorisée dans la mise en place d'une chaudière neuve. Donc, potentiellement, il y a une partie des économies d'énergie qui est comptée 2 fois lorsqu'on cumule la BAT-TH 109 avec la chaudière. Donc ça fait partie des sujets qui devraient être réglés à l'issue de la révision de la BAT-TH 109. Voilà. Margot, je pense que je peux te redonner la main. Ouais. Il est 11h30, 31. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Merci à vous. Et donc, je te redonne la main, je ne sais pas, j'arrête ça, non? C'est ça? Donc, voilà. Voilà, super. C'est à mon tour. C'est bon, on vous entend? Tout le monde m'entend? Très bien. Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Florian Lallier, le dirigeant du bureau d'études Valoris. Tout d'abord, je remercie l'association AT2E de me laisser la parole sur quelques slides. Ça va être assez rapide, mais c'est pour faire le lien entre décret tertiaire C2E et puis quelques retours d'expérience terrain. Voilà. Donc, juste pour parler rapidement de mon bureau d'études, donc on est spécialiste sur le décret tertiaire, la mise en place, la saisie sur la plateforme Opéra, la réalisation d'audits et bien évidemment la mise en place de plans d'action avec nos clients. Voilà. Nos clients, ce sont peut-être des gens qui sont présents là, des SCPI, des foncières, des gestionnaires de parcs tertiaires, des syndics de copropriété. Voilà. Donc, on est fortement implanté en région Rhône-Alpes, mais notre périmètre d'action est toute France. Voilà.
Alors, après cette présentation succincte de l'entreprise, je ne rentrerai pas dans le détail des fiches qui vous a été présentées et encore plus clairement que ce que j'aurais pu le faire. Mais l'idée, c'est quand même rapidement de faire le lien entre ces fiches EN, enveloppe, les fiches TH et tous les travaux que l'on peut faire au travers du décret tertiaire. Un petit retour d'expérience, je vous montrerai quels sont les gains que l'on peut attendre euh, pour, pour aller optimiser les consommations et faire baisser nos consommations par rapport aux objectifs du décret tertiaire. Et puis, il y a deux dispositifs qui sont intéressants, qui sont donc le coup de pouce chauffage tertiaire et le CPE. Mais sur ces deux dispositifs, je passerai la parole à monsieur Fournet qui vous les présentera. Voilà. Alors, je vous ai remis une copie d'écran, mais voilà, c'est pour vous montrer toutes les fiches que l'on utilise et qu'on présente nous aussi à nos clients et qu'on va chercher, qui sont génératrices à la fois de C2E, mais qui sont aussi génératrices très fortement d'économie d'énergie dans le bâtiment tertiaire. Hein. Effectivement, tout à l'heure, il y a une question qui a été posée sur la rénovation globale en tertiaire. C'est vrai que c'est un sujet qui était intéressant. Peut-être que quelqu'un pourrait le porter et l'amener, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on raisonne poste par poste et on vient chercher chaque fiche pour valoriser les C2E et amener de l'économie d'énergie dans le bâtiment. Donc ça, c'est les fiches EN et TH, voilà. Et puis, alors ça, c'est plus spécifique, c'est les fiches spécifiques meubles frigo qui sont plus sur le commerce, la grande distribution, lanternes d'éclairage qui aussi sont tout type de bâtiments, puisque même les entrepôts aujourd'hui rentrent dans le décret tertiaire et ce sont des petites économies d'énergie qu'on peut aller chercher sur l'éclairage. Alors, voici quelques retours d'expérience sur des leviers d'action qu'on peut mener sur le bâtiment tertiaire. Alors, c'est une synthèse un peu d'une trentaine de bâtiments sur lesquels on avait travaillé pour vous montrer un petit peu quel peut être l'impact sur les consommations. Donc, euh, sur un bâtiment existant, le premier levier, c'est la régulation. Donc, si je fais le lien tout de suite, on a les programmateurs d'intermittence, les optimiteurs de relance, les robinets thermostatiques, la gestion des pompes à vitesse variable, tout ça, c'est de la régulation. Et aujourd'hui, avec ces petites actions, on peut à la fois aller chercher des C2E et on peut aller jusqu'aux environs de 7% de gains d'économie d'énergie par ces petites actions. On a l'aspect comportemental, on en a parlé tout à l'heure, qui permet en moyenne de gagner 3% d'économie d'énergie en sensibilisant les gens dans les bureaux, en mettant des actions, d'explications, des petites notes de service pour expliquer un petit peu les choses. Alors effectivement, là-dessus, on n'a pas de C2E, mais c'est plus du bon sens. Voilà. Le troisième levier important, c'est les générateurs. Donc, c'est les fiches TH qu'on a parlé tout à l'heure. Là, on a vraiment des gains importants qui sont en moyenne de 10%, mais qui peuvent aller sur certains sites jusqu'à 20%. Voilà. Le quatrième poste, c'est un petit peu l'ordre, pas de performance, mais l'ordre dans lequel se font les choses souvent. C'est ce qu'on appelle émissions et réseaux. Donc émissions, c'est tout ce qui est cassette. Et les réseaux, c'est les réseaux de distribution qui sont aujourd'hui souvent sur le bâtiment tertiaire, peut-être mal calorifugés, mal isolés, mal dimensionnés. Ils vont être à la fois générateurs d'économie parce qu'on aura moins de pertes sur ces réseaux-là, et on peut aussi aller chercher des C2E sur le calorifugage et sur toutes les fiches qui vous ont été présentées auparavant. Donc avec ces quatre postes sur lesquels on peut travailler, on se rapproche d'un gain de 30% déjà d'économie sur le bâtiment, et par rapport à nos objectifs du décret tertiaire, ça veut dire que de manière assez simple, sans investissement trop lourd, on peut déjà aller chercher l'objectif 2030 assez facilement. Voilà.
La deuxième étape sera inévitablement de travailler sur l'enveloppe pour des bâtiments qui sont assez vieillissants. Donc que ce soit la toiture, les menuiseries et l'isolation. Donc là, on va aller chercher des gains qui peuvent être sur des bâtiments assez performants de 10 jusqu'à même 30% pour des bâtiments qui auraient plus de 30 ans. Voilà. Et puis, autre levier, parce qu'il est important de parler, c'est le photovoltaïque en autoconsommation, qui va aussi venir se substituer aux consommations d'énergie et qui fera baisser les consommations du bâtiment. Et donc, on se rapprochera de l'objectif 2030 ou 2040. Juste petite précision, mais ne changez pas la slide, c'est bon. Juste pour dire que sur certains bâtiments, voilà, merci. Sur certains bâtiments, concernant le photovoltaïque, on était arrivé à une couverture de 60% d'autoconsommation et de baisse des consommations du bâtiment avec de la gestion, de la régulation et un usage intelligent du bâtiment. Je vous laisse passer. Merci. Alors, objectif 2040-2050. Donc là, on aura des objectifs de moins 50, moins 60% de réduction par rapport à notre année de référence. Donc là, ça sera des plans d'action à plus long terme, mais on s'engagera dans une rénovation du bâtiment. Alors, on peut les amener à partir de 2040-2050, mais on l'a vu à travers de toutes les fiches qu'aujourd'hui, il y avait un levier qui est le C2E. Donc, il faut peut-être l'utiliser le plus tôt possible dans le cadre de remplacement de groupes frigorifiques, de travaux sur l'enveloppe. Voilà. Ils peuvent aujourd'hui représenter, mais on le verra sur les slides suivantes, 10 à 15% de l'investissement de rénovation. Alors attention, les cas dont on parle, c'est essentiellement pour les bâtiments à valeur relative, puisqu'en valeur absolue, les exigences seront un peu différentes. Alors sur la prochaine slide, on va, je vous ai montré un petit exemple d'une TH 113, remplacement PAC RO, donc sur un bâtiment de bureau sur lequel on avait travaillé sur Grenoble, remplacement donc du groupe froid chaud de l'ensemble d'un bâtiment de bureau d'environ 3600 mètres carrés. Au-delà des économies d'énergie qui vont être générées, qui sont de l'ordre de 15%, on a pu bénéficier d'à peu près 11 000 euros de C2E. Donc, ce qui représente entre à peu près 12% de l'investissement de remplacement de la PAC. Voilà. Donc, encore une fois, on fait le parallèle entre atteindre les objectifs du décret tertiaire et pouvoir aussi bénéficier des C2E. Sur la prochaine slide, voilà, de matière complémentaire au remplacement de groupe froid, il y a eu bien sûr un effort qui a été fait sur la régulation avec la mise en place d'optimiseurs de relance et de programmes d'intermittence, puisque c'était un bâtiment qui était avec une gestion centralisée mais pas locaux par locaux. Et donc là, le fait de mettre en place ça nous a fait gagner 7% d'économie d'énergie et nous a permis de valoriser aussi la partie C2E à hauteur de presque 3 000 euros. Voilà. Donc, on combine plusieurs actions pour à la fois faire baisser la consommation et bénéficier de C2E plus importants. Je passe la parole à Bernard pour cette slide. Voilà. Oui, bonjour, Bernard Fournet d'EDF. Je ne sais pas, Marc ou Julie, vous qui êtes les spécialistes, si vous voulez prendre la main, tout simplement, c'est pour faire un petit zoom sur le coup de pouce chauffage en tertiaire et la bonification CPE. Alors, je ne sais pas, Marc, peut-être, que vous souhaitez prendre, tu veux prendre la main? Ouais, non, vas-y, on complétera.
Ok, très bien. Oui, donc le coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires, c'est un coup de pouce qui est applicable depuis le 20 mai 2020. Donc, bien sûr, il concerne tous les bâtiments, les propriétaires et gestionnaires de ces bâtiments tertiaires. Et donc, ça, c'est fait pour bonifier le remplacement des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui aujourd'hui sont soit alimentés au charbon, au fioul ou avec des chaudières gaz autres qu'à condensation. Alors, ces travaux, je dirais qu'ils vont bénéficier tout simplement de la bonification des fiches classiques, mais avec un volume de C2E qui va être multiplié. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, d'aller chercher, déjà de qualifier ces travaux, de les engager, et puis lors des travaux, de pouvoir effectivement valoriser de manière plus conséquente les certificats d'économie d'énergie. Alors, ce qu'il faudra effectivement, et on voit que là on est quand même sur du long terme, puisque ce coup de pouce, il a lieu jusqu'à des travaux engagés en 2025, sachant que ceux-ci devront être terminés en 2026. Alors, vous voyez trois coefficients de bonification qui sont de trois niveaux. Donc, le premier, c'est un coefficient multiplicateur de 3 pour les pompes à chaleur RO et OO, pour le raccordement des réseaux de chaleur et l'installation de chaudières biomasse. Donc, je dirais une bonification particulièrement intéressante. Un coefficient de 2 pour la chaudière collective haute performance énergétique. Et puis, pour ce qui est du reste, et on s'en servira probablement un petit peu moins à la vue de la nature des matériels mis en place, c'est un coefficient de 1,3 pour les pompes à chaleur à absorption et puis les pompes à chaleur à moteur gaz type RO. Voilà. Donc, par contre, alors cette prime, bien sûr, elle ne peut prétendre pour une même opération qu'à une seule prime versée dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Hein. Donc, en fait, le grand principe, c'est on a la fiche, on valorise, on multiplie par le coefficient qui va bien, et puis après, on a une valorisation qui est inévitablement beaucoup plus conséquente. Voilà. Puis derrière, ce sont des éléments que je suis allé chercher, bien sûr, sur le site du ministère de la Transition écologique. Hein. Donc voilà. Marc, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Écoute, tu as été très clair. La logique de ces coups de pouce pour le ministère, c'est bien d'orienter à un moment donné le marché et d'accélérer le marché sur un certain nombre d'items. Et donc, pour le coup, ils avaient la volonté de pousser des solutions de chauffage vertueuses, donc pompe à chaleur, chaudière collective, haute performance énergétique. Et donc, le fait de bonifier, ça aide, ça apporte une aide financière supplémentaire. Comme tu le dis, hein, c'est très bien dit, on multiplie le forfait par 3, par 2 ou par 1,3. Donc, bien évidemment, c'est plus d'argent qui sont apportés aux bénéficiaires et donc ça accélère la rénovation. Juste, je compléterai, je ne sais pas si tu en parles, tu en as parlé du CPE, contrat de performance énergétique. Oui, vas-y Florian, passe. C'est le prochain slide. Bon, allez-y. Voilà, vas-y, tu peux enchaîner si tu veux, mais vas-y. Juste le contrat de performance énergétique. Donc, sur le contrat de performance énergétique, c'est aussi une bonification. Donc, pour les puristes, vous trouvez ça, c'est l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2014, article 6, l'arrêté du 29 décembre 2014, qui spécifie que, effectivement, vous pouvez bonifier des actions C2E lorsque vous appuyez sur un contrat de performance énergétique. Donc, ce contrat de performance énergétique, il doit
porté sur un contrat à minima de 5 ans avec un engagement d'économie d'énergie à minima de 20%. Et puis, vous avez un calcul qui est fait. Donc, pour moins de 5 ans, vous avez une bonification de 1 plus 2 fois le pourcentage d'économie d'énergie sur la durée. Et pour un CPE supérieur à 10 ans, de 1 plus 3 fois le pourcentage d'économie d'énergie sur la durée. Voilà. Donc, c'est le même principe que le coup de pouce. Et donc, tout est expliqué dans les textes réglementaires, hein, la période, la consommation de référence, les caractéristiques du bâtiment, les paramètres d'ajustement, le plan de mesure et des pénalités financières si on n'atteint pas les 65% du coût total. Voilà. Donc, en tertiaire, le CPE est assez souvent utilisé comme dispositif de bonification des opérations standardisées. Voilà, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter. Pour moi, c'est tout bon. Monsieur Lallier. Merci. Merci. Pour ma part, je vais avoir terminé. Alors peut-être qu'on a quelle heure est-il? 50. On a 10 minutes pour prendre quelques questions. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Lallier. Et puis, De rien. est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Alors, je pense que c'est une question sur le CPE. Pensez-vous qu'il sera remis en place pour l'éclairage public? Je pense pas, parce que ça, c'est un choix qui avait été fait par la DGEC en 2021 de concentrer le CPE sur des sujets sur lesquels la DGEC considérait qu'il n'y avait pas des effets d'aubaine. Donc là, par exemple, le CPE existait aussi en industrie, ça a été supprimé au 1er janvier 2022. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit dans une logique de remise en œuvre du CPE sur l'éclairage public. À noter que nous travaillons sur des évolutions des fiches sur l'éclairage public, et notamment sur la fiche luminaire LED, éclairage public. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Plein, là, non? Elles ont déjà été répondues. Il y a des personnes qui lèvent la main. Il y a des personnes qui lèvent la main. Peut-être qu'on peut leur donner la main. Tu les vois où, les personnes qui lèvent la main? Je vais poser une question en live, là, si vous me le permettez, Marc, Florian, c'est Bernard Fournet. Les parkings sur les espaces tertiaires ne font pas partie de l'espace du décret. C'est-à-dire que si un supermarché fait des économies sur ses parkings, ça ne rentrera pas dans le cadre du décret, c'est ça? Alors, je vais te dire. Tu parles de quelle économie? D'économie d'énergie, par exemple, sur les parkings, c'est-à-dire un parking, je dirais un parking couvert. Il y a le parking fait-il partie du décret, en fait, quand on va de l'espace sur lequel le client doit s'engager à faire des économies d'énergie. Je pense par exemple à des parkings souterrains dans des centres commerciaux. Alors, le cas du parking souterrain, oui. Oui, je pense que oui, puisque on a, moi j'ai dans ma liste donc stationnement.
Oui. Donc, je pense que les parkings, ils sont intégrés. Oui, l'éclairage des parkings souterrains est intégré. Je te confirme. D'accord. Dans les D'où l'intérêt. Dans les grands secteurs tertiaires qui sont identifiés par le décret, c'est bureaux, services publics, enseignement, santé, services à la personne, justice, commerce, hôtellerie, restauration, résidence de tourisme et loisirs, sport, culture et spectacle, logistique, aérogare, gare ferroviaire, routière, maritime ou fluviale, vente et services automobiles, moto ou nautiques, salles et centres d'exploitation informatique, stationnement, blanchisserie et imprimerie et reprographie. Donc, stationnement, je pense que ça correspond à ce que tu demandes. Oui, même les parkings de bureaux font partie du périmètre des économies d'énergie, oui, tout à fait. Donc, d'où l'intérêt de la valorisation des fiches C2E éclairage public, pourquoi pas sur ce périmètre. Merci. Ah, oui, tout à fait. On a également une question concernant avez-vous des retours d'expérience sur des panneaux solaires duals, photovoltaïques et thermiques pour l'ECS? Si oui, quelle est la cible tertiaire, secteur et surface, et quelle est l'économie moyenne? Alors, oui, on en a mis en place, mais pas du tout dans le tertiaire, mais plutôt pour le résidentiel. Voilà. Et les besoins la performance de ces capteurs est quand même assez limitée puisqu'elle fait le double masse collectif photovoltaïque et thermique, et voilà, on la utilise pas peu sur la partie tertiaire. Voilà. C'est ça? TH 111. Il y a trop de fenêtres. Voilà. J'étais en train de regarder là, on a quand même la BAT TH 111 qui est le chauffe-eau solaire collectif France métropolitaine. Donc je vous engage à la regarder. Et puis on a la BAT TH 121, mais alors ça c'est en Outre-mer, le chauffe-eau solaire. Pas d'autres questions? Il ne me semble pas. Écoutez, moi je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Et donc, je vous rappelle que vous retrouverez les slides sur le site de la T2E. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Bonne journée à tous, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous.